Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler lecture puisque ça y est, j'ai terminé mon Pumpkin Autumn Challenge. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des derniers livres que j'ai lus pour le challenge et qui, ça tombe bien, sont pour la plupart plutôt halloweenesques. Vous allez voir ça. On commence tout de suite avec le livre le moins halloweenesque de cette vidéo, ok, mais il est quand même parfait pour la saison, pour cet automne. Il s'agit du tome 2 de Mémoires de la forêt, les carnets de Cornelius Renard, par Michael Brun-Arnaud avec les illustrations de Sanoé publiées chez l'École des loisirs. Un tome 2 qui m'a beaucoup plu, qui est vraiment dans la lignée du premier tome. On retrouve le personnage de Archibald Renard qui est donc un libraire qui tient une librairie dans un arbre et qui vit dans la ville de Belle-Écorce en plein milieu de la forêt en compagnie de plein d'animaux. Et un jour, eh bien, la librairie adorée d'Archibald va lui être contestée et du coup il va se retrouver expulsé de chez lui. Donc il va décider de mener sa petite enquête et de remonter un petit peu dans le passé, notamment de son ancêtre Cornelius, son grand-père, qui aujourd'hui a une maladie qui du coup affecte ses mémoires. Donc du coup il ne peut pas raconter son passé à son petit-fils, mais il a laissé des écrits et peut-être que c'est grâce à ces écrits que Archibald va pouvoir en savoir un petit peu plus. Et du coup, Archibald va mener comme ça toute une enquête et partir à la quête de 5 carnets pour en savoir un petit peu plus sur le passé de son grand-père. Et il va mener cette enquête avec son neveu. Donc trop bien d'avoir un nouveau petit personnage comme ça qui accompagne Archibald. Et encore une fois, un tome 2 qui a vraiment les mêmes thématiques finalement pour le premier tome, c'est-à-dire qu'on a vraiment ces notions de mémoire, souvenir, parce que d'un côté, donc le grand-père d'Archibald n'a plus ses souvenirs, n'a plus ses mémoires, mais en même temps il a laissé une trace écrite et grâce à ça on peut essayer de comprendre son passé petit à petit. Et puis il y a cet aspect familial comme pour le premier tome et c'est vraiment à chaque fois des très belles valeurs. Et encore une fois, c'est un tome 2 moi qui m'a touchée, il est tout en sensibilité, vraiment c'est une saga... C'est une saga doudou mais en même temps hyper touchante je trouve, et à chaque fois pour moi c'est un plaisir de me plonger dans chacun de ces tomes. Puis j'ai enfin lu La 9e maison par Leigh Bardugo, publié chez les éditions de Saxus. Alors celui-là, j'avais des grandes attentes sur ce livre et j'ai pas été déçue. Oh là là, quelle lecture, c'était vraiment super bien. Cette saga en fait nous plonge dans un univers de Dark Academia. On va y suivre le personnage d'Alex qui est une jeune femme qui a miraculeusement survécu à un massacre autour d'elle et qui va se voir proposer du coup une place à l'université de Yale et également son intégration dans la 9e maison. Alors en fait, elle va apprendre à Alex qu'à Yale, il y a des maisons secrètes qui pratiquent de la magie et le rôle de la 9e maison, c'est de contrôler les 8 autres maisons pour voir si elle cause pas de débordement. Et donc voilà, Alex décide de changer de vie et de s'installer à Yale, d'intégrer la 9e maison et de commencer sa nouvelle vie. Sauf que au tout début de cette histoire, eh bien, on apprend qu'il y a eu un meurtre sur le campus de Yale et un meurtre qui serait peut-être lié à de la magie. Du coup, c'est à Alex d'aller vérifier un petit peu tout ça et de mener sa petite enquête, puisque oui, ce livre, il est quand même sur fond d'une grande enquête paranormale, mais avec une ambiance gothique, sombre, tellement parfaite pour la saison, tellement halloweenesque. Vraiment, moi j'ai été à fond dedans, j'étais captivée par cette lecture, même si je l'avoue qu'au départ j'étais quand même un petit peu perdue parce que quand on commence ce roman, on a un prologue qui se passe au printemps et ensuite le premier chapitre se passe en hiver. Donc en fait le premier chapitre se passe avant le prologue. Et quand on passe ensuite au chapitre 2, il se passe en automne. Donc en fait, on est dans l'ordre inversé, on n'est pas du tout dans un ordre chronologique. Et j'avoue qu'au début, j'étais un peu déstabilisée, mais finalement, en fait, c'est tellement bien écrit que j'étais captivée et que je trouve que évidemment ça a un sens et que ensuite tout s'embrique correctement dans notre cerveau, mais c'est vrai qu'il faut un petit temps d'adaptation. Mais ouais, un style assez dense par contre, ça c'est vrai que quand on lit un chapitre, il y a quand même pas mal de contenu, pas mal d'informations à chaque fois à retenir, surtout au début parce que il faut s'y faire à ce nouvel univers, mais franchement c'est tellement bien, tellement prenant et
Et honnêtement, ouais, moi l'héroïne Alex, j'aimais beaucoup la suivre parce qu'on voyait qu'il y avait vraiment quelque chose de très intéressant qui se cachait sous ce personnage. Et au final, effectivement, on découvre ça petit à petit dans cette histoire. Et puis on la voit aussi évoluer, notamment avec le personnage de Pamela, qui fait elle aussi partie de la 9e maison. Et on voit ces deux personnages au début qui ne sont pas du tout faites pour s'entendre. Et puis, petit à petit, eh bien, il y a quelque chose qui va les rassembler, une mission commune qui va les rassembler et qui va mener à leur amitié progressive au fur et à mesure de ce tome, mais aussi à une fin hyper alléchante. Parce que moi, vu comment se termine ce tome 1, j'ai trop hâte de lire le tome 2. Je sens que ça peut être une petite dinguerie, donc j'ai hâte. Puis je me suis plongée dans les ombres de Rookhaven de Padresh Kelly avec les illustrations d'Edward Bettison, publiées chez les éditions Lumen. Donc les ombres de Rookhaven qui n'est autre que la suite des monstres de Rookhaven. Un premier tome que j'avais beaucoup apprécié et du coup il me tardait de me plonger dans cette suite et de découvrir les nouvelles aventures de cette famille de monstres qu'on va suivre dans le premier tome. En fait, dans le premier tome, tout commence par 2 orphelins qui s'enfuient de l'endroit où ils vivent et puis ils vont tomber sur un manoir complètement perdu où vivent une famille de monstres. Donc voilà, s'en suivent pas mal de péripéties et d'aventures que j'avais beaucoup aimé suivre tout ça et du coup je voulais savoir ce qu'il en était pour ce tome 2. Un tome 2 qui au départ m'a un petit peu déstabilisée déjà parce que je me souvenais plus de tout, mais ça va. L'auteur il remet les choses assez facilement en contexte, donc ça c'est cool. Et surtout parce que j'étais déstabilisée par le fait d'apprendre que ce tome 2 se passe 5 ans plus tard et du coup les 2 orphelins du premier tome ne sont pas dans cette histoire, ils ne vivent plus avec cette famille de monstres puisque ils ont grandi et du coup ils vivent des choses de leur côté. Mais nous, dans ce tome 2, on retrouve quand même nos monstres adorés qui s'apprêtent à célébrer un événement hyper important puisque c'est l'heure de la grande configuration. Donc c'est un événement où en fait tous les monstres vont se rassembler et là en l'occurrence ils vont se rassembler au manoir de Rookhaven pour assister à cet événement. Et dans le lot de tous ces monstres qui se rassemblent, on va trouver Billy. Billy, c'est un monstre qui va rapidement se lier d'amitié avec Mirabel, mais qui cache un sombre secret, qui va peut-être mettre les membres de Rookhaven en danger. Dans l'ensemble, c'est un tome 2 qui m'a bien plu, mais pas autant que le premier tome en fait. D'un côté, j'ai vraiment bien aimé la notion de différence qui est apportée par le personnage de Mirabel dans ce livre. Dans le premier tome, on a quelques révélations en fait sur ce personnage, donc je ne vais pas vous en dire plus. Et du coup, ça amène à des réflexions dans ce tome 2 où, pour certains monstres, elle n'est pas vue, Mirabel, comme un monstre à part entière. Et du coup, c'est assez intéressant tout ça. Mais j'ai trouvé aussi qu'il y avait quand même quelques défauts dans cette histoire, notamment des facilités au niveau de la résolution de certaines intrigues et puis aussi certains pardons parce qu'il y a quand même des personnages qui font des choses assez graves et qui sont pardonnés en un claquement de doigts et pour moi c'était un petit peu facile tout ça quand même. Donc voilà, un petit peu plus mitigé mais ça reste quand même une bonne lecture et une très chouette saga et s'il y a un tome 3 je le lirai avec plaisir. Puis j'ai lu le premier tome des Jumeaux Croche-Mort, La Malédiction, par Cassandra O'Donnell, publié chez les éditions Flammarion Jeunesse, que j'ai adoré. Mais alors, une pépite ce livre, une lecture d'Halloween parfaite. Vraiment, si jamais vous en recherchez une, celui-là, allez-y, foncez. Non, vraiment, La 9e maison aussi est vraiment super bien. Mais ouais, peut-être que ces 2 livres-là sont mes 2 coups de cœur de cette vidéo. Franchement, j'ai adoré les Jumeaux Croche-Mort. On va y suivre donc Silence et Auriel qui sont 2 orphelins qui vivent depuis quelque temps dans une famille d'accueil dans laquelle tout se passe super bien. Ils sont vraiment bien là-bas. Mais un jour, on va les arracher de cette famille d'accueil parce qu'on va leur annoncer que leurs grands-parents souhaitent qu'ils viennent vivre chez eux. Donc déjà, Silence et Auriel, ils sont assez surpris parce que eux, ils savaient même pas qu'ils avaient des grands-parents encore en vie. Et puis surtout, pourquoi est-ce que leurs grands-parents se manifestent que maintenant, alors que ça fait déjà un bout de temps que tous les 2 ont perdu leurs parents? C'est un petit peu bizarre. Et en plus de ça, leurs grands-parents ne viennent même pas les chercher directement. Ils envoient quelqu'un pour venir les récupérer et leur faire le voyage en voiture jusqu'à du coup la ville où habitent leurs grands-parents.
Une ville qui tout de suite annonce la couleur parce qu'on sent qu'il y a certaines curiosités dans cette ville, il y a des choses très bizarres. Déjà, il y a une sensation de danger en permanence quand on est dans cette ville, on le sent, et en plus il y a des meurtres qui ont lieu. Et chose très bizarre, c'est que les habitants de cette ville, même s'ils sont tristes et vraiment, voilà, ils sont dégoûtés par ces meurtres, on sent que limite ils trouvent ça normal qu'il y ait des meurtres. Et nous, on comprend pas très bien pourquoi. Les jumeaux non plus, ils se disent mais c'est quoi cette ville? Et en fait, on est comme ça plongé dans une ambiance hyper horrifique et oppressante à souhait tout le long du roman. Vraiment, l'autrice, elle a fait un super travail parce que l'ambiance est top dans ce livre. Et puis, on s'intéresse aussi à nos deux jumeaux, évidemment. Ces deux jumeaux qui, nous, en tant que lecteurs, on le comprend assez vite, ils ont chacun un don particulier. Mais eux vont mettre un petit temps à s'en rendre compte. Et on sent en plus qu'ils ont un certain rapport avec ce qui se passe dans la ville, avec toutes les curiosités qu'il se passe dans cette ville, avec cette malédiction. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que on considère notamment Silence avec beaucoup de mépris, on la regarde vraiment de loin. Autant Auriel, il est un peu mis en avant, tout le monde a envie de s'entendre avec lui, autant c'est vraiment pas le cas de Silence. Limite les habitants ne la supportent pas, enfin il y a vraiment... On sent qu'il y a quelque chose de super bizarre. Pourquoi est-ce que Silence est autant méprisée alors qu'elle n'a littéralement rien fait? Pourquoi est-ce que Auriel, lui au contraire, on le voit un peu comme une sorte de sauveur? Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Et au fur et à mesure de ce livre, on en découvre un petit peu, mais pas encore tout en fait. Oui, on découvre des choses, mais la fin arrive beaucoup trop vite parce qu'en fait ce livre se dévore, vraiment ça se lit super bien. Mais on sent que cette histoire nous réserve encore beaucoup de révélations. Et du coup, moi j'ai trop hâte de lire les tomes suivants. Puis j'ai lu Mysteries of Thorn Manor par Margaret Rogerson, publié chez Big Bang, qui est une nouvelle qui se situe après les aventures de Sorcery of Thorns, de la même autrice, qui est un roman que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc là, apprendre qu'une petite suite sortait autour de cet univers avec nos personnages adorés, forcément, j'avais trop hâte de me plonger dedans. Et ça m'a fait trop plaisir de retrouver Elisabeth et Nathaniel et également Silas. Nos trois personnages vraiment marquants du roman principal que j'avais vraiment beaucoup aimé. Sorcery of Thorns, c'est un roman de fantasy qui mêle livre et également magie et qui moi m'avait vraiment séduit. Et c'est vrai que quand je l'avais terminé, parce que c'est un one shot, je m'étais dit vraiment cet univers, s'il y avait un tome 2, franchement ça me ferait trop plaisir. Et là c'est pas un tome 2, c'est une suite, mais ça me fait tout autant plaisir de retrouver ce petit monde qui, dans cette suite en fait, se retrouve complètement coincé dans le manoir Thorns parce qu'en fait, la magie fait des siennes et du coup, elle empêche Nathaniel, Elisabeth et les autres d'en sortir. Donc ça va être à eux de mener un petit peu leur petite enquête pour essayer de comprendre ce qui peut bien se passer. Et ça fait tellement plaisir en fait de retrouver cet univers qui dans cette nouvelle est une nouvelle fois très magique et aussi tourné autour des livres. Donc forcément, c'est trop bien. Et en même temps, il y a vraiment toute une ambiance frissonnante parce que on sent que parfois la magie fait des siennes et du coup nos héros sont peut-être un peu en danger. Enfin, on se demande ce qui se passe, c'est mystérieux. Mais ça fait trop plaisir et ça reste en même temps une lecture très doudou. Donc voilà, moi ça me fait trop plaisir de retrouver un petit peu ce petit monde. Si vous avez aimé Sorcery of Thorns, c'est une petite nouvelle qui va vous faire plaisir. Elle n'est pas indispensable, mais quand même, elle met un petit peu du baume au cœur. Voilà donc pour les derniers livres que j'ai lus pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mon challenge est désormais terminé et je suis très contente cette année parce que je crois que pour chacun des livres que j'ai lus pour ce challenge, c'est quasiment que de la très bonne lecture ou du coup de cœur. Vraiment, je me suis régalée avec chacun des livres que j'ai lus dans le contexte du Pumpkin Autumn Challenge, donc trop bien. Et j'espère vous avoir donné un petit peu envie, au moins, de découvrir ces livres-là à votre tour. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, je vous fais des très gros bisous, puisque cette vidéo est désormais terminée, et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.